Vous êtes administrateur principal des Alertes RDC. Débutons cet entretien avec les rapports de Human Rights Watch, à l'instar de celui de Amnesty International qui dénonce les cas de violation dans la partie est du pays par le M23. Une centaine de personnes qui ont été tuées dans des sites occupés par le M23. En dépit des accords signés, l'accord de paix entre la République et le Rwanda et aussi la déclaration de principes entre le gouvernement et les rebelles, peut-on dire aujourd'hui que le M23 et consorts ne vont pas se plier sur les différentes démarches, notamment celle de Doha? Le récent rapport, je crois du 21, de Human Rights Watch, est un rapport de plus. Parmi autant de rapports, il y a quelques jours, nous parlions du rapport des experts des Nations Unies. Tous ces rapports-là, la question qu'il faut se poser, à quoi ça sert? Simplement à documenter, à compter nos morts, à relater nos souffrances, la tragédie que nous vivons. Et dans tout ça, oui, j'ai dit dans toutes ces choses-là, quelle est la part du Congolais? Qu'est-ce que le Congo gagne? Est-ce que tous ces rapports-là contribuent-ils réellement à résoudre le problème? Parce qu'on ne fait que le constat et on ne va que de constat à constat. Et puisqu'un rapport, c'est un constat, en fait, assorti par moment de quelques recommandations. Mais qui doit mettre en exergue, ou plutôt qui doit appliquer ces recommandations? Et c'est là où le bas blesse. Moi, je considère que ces rapports, oui, mais quelle est notre part à nous, Congolais? Apparemment, vous êtes fatigué de ces rapports des différentes organisations internationales. Non, je suis révolté. En tout cas, ces organisations ne font que dénoncer les cas de violation tels que ça se passe dans l'est du pays. En quoi est-ce que ces rapports sont-ils mauvais? Je ne parle pas de mauvais ou de non mauvais. Je dis à quoi ça nous sert de tout le temps relater ce que nous connaissons. Aujourd'hui, on nous dit les gens sont morts. C'est chaque jour que nous avons des rapports de nous, la société civile en particulier, dans toutes ces zones occupées. Et ces gens, hommes et femmes qui travaillent dans des conditions exécrables, et membres de la société civile, qui nous rapportent nuit et jour ce qui se passe à l'est de notre pays en particulier, à l'ouest de notre pays, au centre, partout dans le pays. Mais à quoi ça nous sert de tous les temps attendre que Human Rights Watch parle, que les experts des Nations Unies ont dit X, Y, Z choses, et que Amnesty International nous a chanté ceci ou cela? Tant mieux. Mais est-ce différent de ce que les nôtres nous disent? Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? C'est ça le problème. On devrait être pragmatique, comprendre que nos populations sont en train d'être tuées, que le pays est en train de partir. Il est grandement occupé aujourd'hui par des forces irrégulières, appuyées par des ennemis de ce pays, et que nous connaissons des ennemis internationaux de ce pays. Mais en même temps, on est là à se pavaner à gauche, à droite, à faire des alliances avec eux, à signer des accords avec eux, et puisque le bourreau d'hier va devenir aujourd'hui. Mais arrêtez ça. Restons au Congo, discutons sur ce qui nous intéresse, ce qui nous regarde, et proposons des solutions qui sont pures et simplement congolaises. Alors que ces rapports sont adressés au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des options qui conviennent. Non, le Conseil de sécurité a contraint Tel Aviv ou je sais pas moi, Netanyahou. Est-ce qu'il a marché? Le Conseil de sécurité n'a-t-il pas contraint Vladimir? Est-ce qu'il a changé? Non. Le Conseil de sécurité n'a-t-il pas contraint Kagame? Est-ce qu'il a changé? Non. Et le même Conseil de sécurité, le top de top, vous dit Congolais, ce problème nous dépasse. C'est à vous de le résoudre. C'est à vous de le régler. Est-ce qu'il ne vous a pas dit que les Nations Unies, nous sommes incapables de régler vos problèmes? Au lieu de vous mettre à éteindre le feu chez vous, vous sortez, vous revenez chez la même personne. Mais dis donc, est-ce que vous êtes des hommes? C'est pour ça qu'on vous dit que le Congolais, finalement, il est Congolais. Comment est-ce que le Congo peut éteindre le feu selon vous, puisque vous parlez allons à des discussions en interne. Allons à des discussions en interne entre nous, selon nos principes, comme nous l'avions fait hier. Quelqu'un me dira, ça a donné quoi? Ça nous a donné un semblant de paix. Mais cette fois-ci, contrairement aux fois passées, c'était des discussions politiquement motivées, initiées par des politiques pour des raisons politiques. Or, cette fois-ci, c'est la société civile avec nos deux églises mères, la CENCO et l'ECC, qui, répondant à la volonté du chef de l'État de recréer la cohésion nationale dans ce pays, de rétablir la paix chez nous, ont proposé une voie de sortie de crise et tout le monde se met à les diaboliser. C'est la seule et l'unique voie qui va ramener les filles et fils du Congo ensemble, discuter, réfléchir sur leurs problèmes, les problèmes qui engagent leur vie et la vie ou la survie de leur nation. En dehors de cette voie, il n'y en aura pas
une qui sera dans l'intérêt strict des Congolais. Tous ces gens en international que vous voyez, si vous allez à Washington, merci de l'intérêt que nous saluons, c'est parce que ils veulent bénéficier de la manne minière du Congo. Si vous allez à Doha, merci pour l'intérêt, je ne dirais pas la volonté, mais l'intérêt, il y a une nuance, parce que Doha a des intérêts aussi bien au Rwanda qu'au Congo. Doha va condamner qui? Il ne va donner raison à qui? À personne. Il ne va défendre et protéger que ses intérêts. Or, avec la CENCO et les CC, nos pères de confession religieuse n'ont qu'un intérêt, la nation, qu'elle reste entière, qu'elle vive en paix. Il vous faut quoi pour comprendre ça? Lorsque vous allez en international, vous avez vu les enchères que les personnes opposées au gouvernement constitutionnel de notre pays, c'est qu'ils avancent ou qu'ils avanceraient comme demande. Ça n'aurait pas été, ça je vous le conjure, ça n'aurait pas été les mêmes revendications si c'était dans un cadre interne où nos pères ont une certaine, qu'on veuille l'accepter ou non, ont une certaine ascendance morale sur nous, sur toute personne de ce pays, à moins d'être mal intentionné. Suite à ces rapports, le Conseil de sécurité des Nations Unies veut convoquer une réunion d'urgence pour tabler sur les cas de violation commis par le M23. N'est-ce pas, il y aura une solution urgente par rapport à la situation du pays? Est-ce qu'il faut que je me répète? Merci à Trump d'initier ça, mais est-ce que personne n'a déjà initié ça, pensé à ça? Est-ce que la feuille de route du pacte social ne prévoit-elle pas une conférence en international? Chaque chose en son temps, étape par étape, graduellement. 1000 pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, 1000 pas commencent par 1. Vous ne pouvez pas sauter de 1 pour aboutir à 1000. Non, j'ai parlé du président américain ici, non, dont j'ai salué l'intérêt historique sur le Congo. Mais il le fait, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il avance là, mais à la clé, les intérêts commerciaux qui vont leur apporter ce dont ils ont besoin pour la sécurité intérieure des États-Unis, c'est légitime, et pour renforcer la puissance économique, militaire et autres des États-Unis. Mais comment vous comparez les pactes sociaux et le Conseil de sécurité des Nations Unies? Je ne les mets pas dans les mêmes. Je privilégie d'abord des États-Unis, non, de l'ONU, que le pacte national, que le Congolais. Mais qu'est-ce que les Américains ont dit dans les documents qu'ils ont fait signer entre le Rwanda? N'est-ce pas qu'il faut privilégier un dialogue à la suite? Qu'est-ce que Doha a dit dans le préaccord? N'est-ce pas qu'il faut qu'il y ait un dialogue? Mais vous ne comprenez pas que tout tourne autour de ça. C'est-à-dire, ils veulent vous faire croire que la démarche est biaisée. C'est vrai qu'il faut à un certain degré aboutir à cela. Mais commencez par le commencement. Réglez d'abord vos problèmes en interne. Qu'est-ce que Trump ne dit pas aujourd'hui? Est-ce que je n'ai pas entendu, je n'ai pas lu quelque part un tweet ou quoi, où l'on dit qu'il faut un leadership fort, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce qu'ils veulent vous dire directement que vous êtes incapable de gérer votre propre pays ou quoi? Mais en revanche, qu'est-ce qui va arriver? Mais ouvrez les yeux. Ils vous disent des choses et vous revenez sans réfléchir sur ce qu'on vous dit. Mais prenez un peu un document que les Américains rendent public, analysez-le et analysez-le sans intérêt et donnez à des personnes intelligentes quand même des analyses. Entre-temps, la Belgique plaide pour le prolongement et la mise en place du mandat de la MONUSCO a envie d'adapter cette force internationale aux réalités du terrain. Comment vous voyez cette démarche? Le mandat de la MONUSCO va être renouvelé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il va être renouvelé pour faire quoi? Les Nations Unies ne tourneront jamais leurs armes contre le Rwanda, ni contre l'Ouganda. Et là, on parle plus du Rwanda. Et l'Ouganda, vous en faites quoi? Parce que nous avons un problème sérieux ici. Il y a l'Ouganda qui occupe un espace chez nous, le Rwanda occupe un autre, le Burundi en occupe un, et finalement, si vous allez vers la Zambie, ils en occupent. Finalement, est-ce que vous comprenez ça? Notre problème doit être vu de manière globale. Nous avons un très sérieux problème. Nous avons besoin des intelligences, pas tous ces gens qui vont se pavaner à gauche, à droite, des affairistes qui vont chercher l'argent et la renommée. Il faut que le président de la République prenne la chose à bras le corps. Il y a des personnes désintéressées dans un pays. Il y a des personnes intelligentes dans ce pays qui ne réclament rien, qui ne cherchent rien, mais qui peuvent réfléchir et vous dire que quand M. Trump a dit ça, voilà sa pensée, où elle va. Lorsque Doha prend telle option, voilà vers où ça va, Monsieur le Président. Mais pour que nous pèsions sur la balance, voilà l'orientation que nous devons prendre. Dernière question, Jeff Pambi, c'est en rapport avec les procès Joseph Kabila, la
haute cour et le procès a continué aujourd'hui. Certainement, l'ancien président sera condamné. Comment vous analysez un peu ce procès depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui? Vous parlez du procès comme vous l'intitulez. Je lisais tout à l'heure là, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État a été acquitté, n'est-ce pas? On l'a accusé de quoi? Moi, ma préoccupation, c'est ce qui se passe dans mon pays aujourd'hui. Et attaquons le problème de fond. Quel est notre problème? Comment nous en sommes arrivés là? Et partant de ça, nous apporterons des solutions. À moi, ne venez pas avec des choses cosmétiques. J'aime pas du faux. C'est parce que je ne me trompe pas moi-même. J'aime pas me masturber l'intellect. Si je veux une fleur, je prends un pot de fleurs, j'arrache une fleur qui est vivante, je la mets, que je nourris chaque jour, matin et soir, et que je vois grandir. J'utilise pas du faux. Et dans ce problème qui est le nôtre, Moutamba aussi, il semblerait, il va être condamné, non? C'est lui, alors il devrait conduire son procès à lui qu'il a amorcé. Et moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je dis, le Congo est en train de partir. Nos ennemis ont occupé le pays. Ils veulent l'arracher, ils veulent nous amputer. Et moi, ma lutte consiste à ce que le Congo reste uni, devienne fort et compétitif à l'échelle régionale, sous-régionale, régionale et internationale. Et qu'il y ait cohésion entre filles et fils de notre pays. Merci beaucoup. Je vous en prie.